Bonjour à tous. Alors, quelle belle manière de commencer la journée que de parler de succès. Succès du capital investissement, succès aussi de vous tous présents. On a un peu plus d'1 millier d'inscrits déjà aujourd'hui. Donc voilà, premier panel pour essayer d'expliquer quelles sont les clés du succès d'une entreprise accompagnée par des investisseurs en capital. Et pour en parler, je suis ravi d'avoir sur ce plateau François Vigne, à ma gauche. François, vous êtes Managing Partner de Sycomore Corporate Finance, carrière dans la banque d'affaires, jusqu'à être patron monde du M&A à la Société Générale. Et après, voilà, une belle carrière d'entrepreneur dans la banque aussi, avec la co-création de Sycomore en 2012. Et vous accompagnez dirigeants, fonds d'investissement dans les opérations pour situer un peu du mid-market jusqu'au large cap derrière. Voilà, très belles opérations. On invite tout le monde à aller regarder votre site pour voir la liste des deals. Éric de Bettini. Éric, ravi. Vous êtes fondateur, également d'entrepreneur d'Advancy, un conseil en stratégie. 30 ans d'expérience, c'est beau, hein, 30 ans de mission. Vous avez à cœur de challenger les modèles, les stratégies, mais également leur mise en œuvre opérationnelle, un sens du concret particulièrement apprécié par les clients. Je parle avec certains, donc je m'en prends assez rapidement compte. David Swinburne. David, alors vous êtes associé, l'avocat du panel du cabinet Jones Day. Je suis ravi de vous avoir ici. Alors les LBO, vous baignez vous aussi dedans avec succès depuis une vingtaine d'années, et vous pouvez intervenir tout autant pour des grands groupes qui veulent mettre en place des carve-out,
c'est leurs filiales, mais également pour des fonds et des dirigeants, une vision large qui sera particulièrement intéressante sur ce panel. Et pour parler de réussite dans le capital investissement, c'est quand même mieux d'avoir des dirigeants et des entreprises qui ont pu tester avec succès ce modèle. Alors tout d'abord, Hervé Houdard. Hervé, vous êtes vice-président de CIRSI Saint-Honoré, 7 LBO à votre actif, c'est quand même pas mal. On vous attend pour la prochaine opération, mais on nous a fait promettre de rien dire. Aujourd'hui, vous êtes avec Charterhouse, qui a suivi Ardian, qui a suivi Paris-Orléans et quelques autres. Vous êtes un pur produit du courtage, d'assurance, de réassurance, un peu comme votre groupe. C'est un univers que vous avez rejoint il y a quelques années. Un homme, je voulais rien dire, un homme d'expérience donc, mais une très très belle expérience en termes de tour de LBO. Et enfin, Fabrice Collet. Fabrice, vous dirigez BNB Hotel. Alors ça, c'est 5 LBO. Bon, vous finirez par rattraper CIRSI. Ou pas. Par-delà votre expérience d'hôtelier, vous êtes ici car Airbnb, donc, sont nombreux tours, de Duke Street au départ, Duke Street et Park West, jusqu'à Goldman Sachs aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas fait l'ensemble de ces tours de table parce que vous avez rejoint le groupe en 2012, mais vos expériences antérieures vous ont amené également à parler, à voir en face un certain nombre de fonds. Donc voilà, un panel particulièrement expérimenté, intéressant et qui va nous permettre d'aller au-delà un peu du titre de la conférence et de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que cette alchimie fonctionne ou pas parfois. Il peut y avoir quelques bugs, mais généralement ça se passe bien. Donc, expliquer le succès des entreprises sous LBO, est-ce que c'est un effet potion magique à qui en reviennent les lauriers? Est-ce qu'on est sur un mariage d'intérêts alignés? Voilà, c'est peut-être déjà qu'est-ce qui fait qu'un LBO qu'un fonds et des dirigeants s'entendent et fonctionnent et réussissent? François. Alors, là encore, je pense qu'il faut être très, très humble en la matière et on sait qu'il y a aussi une part de chance, je dirais, dans tout cela. Mis à part ça, tu le disais à l'instant, Alexis, et merci là encore de nous accueillir. Bonjour à tous et quelle joie de commencer avec vous et avec les spectateurs et les participants au PEC ce matin. Mais je pense que ce qui est très important, en effet, comme tu le disais, c'est l'alignement d'intérêts. Et quand on parle d'alignement, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Et il est encore plus important de faire partie de ceux qui le font. Et cet alignement, c'est au moins 3 choses. C'est un alignement sur un projet, d'abord, avoir une vue partagée sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut développer ensemble. Et ça veut dire notamment aussi une vue partagée sur le business plan et également sur la dette à mettre qui accompagne ce LBO. La deuxième chose, c'est également, je pense, une vue partagée sur le calendrier ou sur le timing et sur les options de sortie, parce que dès qu'on rentre dans un LBO, il faut penser à la sortie. Le LBO n'est pas un mariage à durée indéterminée, c'est au contraire un mariage ou une union à durée déterminée. Il est très important d'avoir un alignement sur cette durée, sur celle qu'on prévoit, et également un alignement sur les options de sortie. Quand il y a mal donne, quand il y a incompréhension, quand il y a des non-dits, c'est là qu'il peut y avoir des difficultés. Et la dernière chose, c'est un alignement sur les economics. Il faut que, là encore, les economics et les dirigeants, l'équipe de management qui va mettre en œuvre ce projet, qui va travailler au quotidien pour le mettre en œuvre, soient alignés et partagent le même intérêt et puissent partager ensemble les fruits de la création de valeur. Et également, s'il y a des difficultés, qu'ils puissent partager ces difficultés afin de les surmonter ensemble et d'avancer. Il commence bien, hein. C'est quand même hyper bien planté pour commencer. Oui, je pense qu'on va être tous d'accord ici pour parler d'unité de temps, unité de lieu, unité de stratégie. On a réinventé la comédie française. Quand on se met ensemble autour d'une chose, avec une vision, avec un management, la société, elle fait un virage à ce moment-là. On parle de tour de LBO. Un tour de LBO, c'est pas pour rien. On a parlé de 7 tours, 5 tours. C'est pas pour rien. Chaque tour, il se passe quelque chose, et quelque chose d'aligné, de différent, de cohérent. Alors, je voudrais d'abord remercier mes co-participants. Vous avez vu qu'on se sourit les uns les autres, c'est pas fin, c'est juste qu'on s'entend bien et que c'est une vraie équipe dans un LBO qui marche, une vraie équipe. Et c'est important, on va y revenir. On est plusieurs, et plusieurs à se donner la main. Les consultants, ils pensent qu'ils font tout, ils savent en fait que c'est pas vrai, mais quand même, ils donnent la main aussi à cette équipe. Hein. Cet alignement, juste un petit chiffre, il donne en 5 ans à peu près 400 000 emplois créés en France. Ça veut dire plus que toute la création d'emplois française. Sans le LBO, la France est en décroissance. Il
faut juste l'entendre. Donc ce qu'on est en train de faire là, ensemble, ça crée de la croissance, ça crée des emplois. J'ai même tendance à dire ça crée du BIB, du bonheur intérieur brut, parce que la croissance fait des emplois, donc du bonheur, donc, etc. etc. Bon, voilà. Donc cet alignement, je pense qu'on va y revenir. Pourquoi voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense qu'on va revenir sur cet alignement indispensable. C'est très boutanesque comme vision, le BIB. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tous les deux. Ce que j'ai perçu pendant toutes ces années, c'est les LBO qui ont le mieux marché sont ceux qui ont une vision. C'est-à-dire, c'est pas tellement la question de se passer la balle, c'est pas un match de rugby, une succession de tours de LBO. C'est vraiment cette idée que à chaque fois, on cherche ce qui va faire l'aventure des 4-5 prochaines années. Et ensuite, une fois qu'on est tombé d'accord, comme le disait François, sur cette vision, qui peut être soit managériale, soit stratégique, de build-up, de choses comme ça, on engage la machine LBO et on a tous les acteurs qui sont derrière, effectivement. Donc Fabrice ou Hervé, donc le BIB est-elle la clé? Alors, vous savez, j'ai plus rien à dire, là, tout a été dit, mais il y a quelques années, quelqu'un m'a dit « Ah, mais le LBO, tu comprends, c'est un mal nécessaire. » Et je lui ai répondu « Non, c'est un bien nécessaire. » C'est indispensable parce qu'à un moment, une entreprise n'a pas d'autre solution si elle veut croître, si elle veut continuer à progresser, si elle ne veut pas être vendue à des concurrents ou à quelqu'un de plus gros ou même de plus petit qui lève des capitaux. Donc, vous devez faire ce genre d'opération. Après, je ne peux que partager ce qui a été dit. Il est évident que si vous n'avez pas une véritable relation, une affinité avec vos partenaires, c'est mort d'avance. Et ça a été dit aussi, mais j'insiste là-dessus, l'anticipation sur le comment du pourquoi quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait, comment on sort, à combien de temps. Alors souvent on s'aperçoit que les délais ne sont pas respectés et qu'on fait autre chose plus tôt ou plus tard, mais l'anticipation surtout, c'est pour ça que ce n'est pas forcément comme un mariage, mais il faut pouvoir anticiper et dans un monde idéal, il faudrait prévoir tout avec tous les cas de figure possibles, tant au niveau des investisseurs qu'au niveau des actionnaires de la boîte et du management, bien évidemment. Pour compléter, moi j'ai envie de dire que c'est comme un mariage, mais un mariage à l'américaine. C'est-à-dire qu'on écrit le prenup, et dans le prenup, dès le départ, on prévoit les conditions du divorce, puisqu'on sait qu'on va finir par divorcer et qu'il faut que ça se passe de manière harmonieuse. Et après, comme dans un mariage, effectivement, il faut qu'il y ait un fit. Ça, c'est un fit humain et c'est important parce que pour avoir vu passer un certain nombre d'acteurs du private equity dans les fonds, on a affaire à des gens qui ont beaucoup d'aspérité, qui ont des personnalités très marquées, très exigeantes et très spécifiques. Et il faut pouvoir s'entendre avec eux. D'autant plus que quand je discute avec eux, je comprends aussi que de leur point de vue, les équipes de management ne sont pas toujours elles aussi très, très malléables. Donc il y a ce fit qui est indispensable. Puis après, il y a effectivement le sujet du projet et de la durée de ce projet et de la nécessité de ce projet. J'ai une toute petite anecdote, mais moi, dans les cycles qu'on a connus, évidemment, on a jusqu'à maintenant connu que des histoires heureuses, mais il y a des histoires qui ont été doucement heureuses, puis d'autres qui ont été très heureuses. Puis alors, parfois, j'ai eu des gens me disant tel fonds, ils doivent l'avoir bien mauvaise, entre guillemets, parce qu'ils sont sortis d'une histoire doucement heureuse, et puis le suivant a fait une histoire très heureuse. S'ils étaient restés plus longtemps, qu'est-ce que ça aurait été merveilleux? Au fait, c'est une réflexion qui fait abstraction de ce dont on parlait, c'est cette notion de tour et de cycle. C'est-à-dire que personne ne se la pose dans la société, ni dans les fonds, parce qu'on part sur un projet, on fait un tour, et puis après, il y a un nouveau projet avec un nouveau tour qui peut éventuellement avoir plus de succès ou moins de succès, ce n'est pas le sujet. Mais par définition, ce n'est pas en prolongeant plus longtemps le même projet qu'on aura eu ce résultat. Donc il y a effectivement cette notion de temps qui est très importante. Alors ça je rebondis dessus, si tu me permets, Alexis. Je rebondis dessus parce que effectivement, le temps et le rythme, ça évite de faire. Là, on n'a parlé que de bonheur, petit bonheur, grand bonheur. Je vais vous parler aussi de grand malheur. Il y en a aussi. Hein. Too much more of the same. Le cycle a changé, le métier a changé. Fabrice, ton entreprise, elle est magnifique. Et je pense que tu fais plus d'hôtels coursives comme Duke Street en a fait dans les sorties d'autoroute en 1990. J'en fais plus. On en a encore et on est très content de les avoir en ce moment. Mais je sais bien. mais oui, les produits ont changé. Je t'attendais là. Bien sûr. Entre du 60 chambres sorties d'autoroute coursive, même si post-Covid ça t'intéresse bien, et du 300 chambres banlieue de Paris, ce n'est pas du tout le même produit. En 20 ans,
la société a été transformée plusieurs fois et tu le sais tellement bien que tu le fais vigoureusement et très efficacement. Chaque tour de LBO est une occasion de dire qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Est-ce que je vais en Allemagne? Est-ce que mon produit change? Est-ce que mon mode de distribution change? Est-ce que à chaque fois je vais faire x2? Mais pas x2 dans la même dimension. C'est comme un Rubik's Cube. Un jour je fais l'axe des X, un jour je fais l'axe des Y, un jour je fais l'axe des Z. Et à la fin je me rends compte que mon cube il est juste 5 fois plus gros qu'avant. C'est pas vrai, c'est 2, 4, 8. Normalement c'est 8 fois plus gros qu'avant. Mais je ne sais pas très bien faire de maths. Donc chaque tour, j'explore une dimension. Nous, on ne doit pas être complaisant. On ne doit pas dire il n'y a qu'à tout faire. Notre travail à chaque tour, c'est de choisir. C'est en ça que ce n'est pas simple. Une société familiale, elle va renoncer à rien. Elle va se focaliser dans rien. Donc le marché fait 5 milliards, je fais 100 millions, donc je vais tout faire. Eh bien, chacun, vous avez choisi, dans les 3 prochaines années, 5 prochaines années, je fais quoi? François, tu vas chercher du financement pour dire, moi, je fais quoi c'est quoi mon marché des 5 milliards que je vais attraper dans les 5 prochaines années? David, tu vas dire, jamais je te laisse tout faire. Donc notre travail collectif est de choisir et pas de se laisser embarquer, on fait de tout, et pas de se laisser embarquer dans on fait comme avant. Donc on a tous parlé de bonheur intérieur brut, il y a aussi du malheur intérieur brut et il faut faire attention. Je vais peut-être être le vilain petit canard aussi. Oui, et tu disais très justement qu'il faut éviter de se laisser embarquer, il faut se laisser embarquer par le temps. Là encore, comme tu disais, le LBO c'est un rythme, avec chaque LBO a son rythme qu'il faut respecter et qu'il faut garder. Et un LBO qui dure trop longtemps, en général, ça crée de la frustration, ça crée de la tension. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'un LBO ait un terme. Et on parle de mariage, il est important que le fonds ne devienne pas trop amoureux en général de sa participation. S'il devient trop amoureux, il ne veut plus la lâcher, ce qui en général crée des situations de tension extrêmement fortes. Donc ça c'est évident. Et il faut comme je disais, il est important également de ne pas se laisser embarquer, par exemple, par la folie de l'endettement, par la folie des valorisations. On sait que plusieurs LBO, enfin en général, beaucoup de malheurs dans le LBO ont été créés par des situations de surendettement. Une situation de surendettement, ça peut être malheureusement, je dirais, le fruit des choses. C'est aussi parfois le fruit, je dirais, d'un vendeur qui était trop gourmand et d'un management qui n'a pas su s'opposer à ça. Et c'est vrai qu'en la matière, le rôle du dirigeant est clé, le rôle des dirigeants est clé pour dire jusqu'où il ne faut pas aller et pour dire comment on crée ensemble les graines qui vont faire du prochain LBO un succès. D'ailleurs, à votre niveau, enfin, quand vous discutez, là, pour revenir un peu sur le rôle des fonds, enfin, période compliquée, on expliquait que voilà, des hôtels sur le bord des autoroutes, ça peut être très, très utile à ce moment-là, mais les fonds, enfin, succès du binôme fonds-entreprise, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui à vos côtés? Comment est-ce qu'ils vous aident? Ou est-ce que vous leur demandez d'ailleurs de vous aider? Ouais, je vais te répondre d'abord parce que il se trouve qu'on se préparait l'année dernière à fêter les 30 ans de la société avec un storytelling qui était tout écrit, 30 ans de croissance ininterrompue, à 2 chiffres, patati patata, toujours plus d'hôtels, de projets, de machin. Et puis que l'année dernière a été une année où on a perdu la moitié de nos chiffres d'affaires. Et bien sûr 100% de nos profits, si ce n'est plus. Donc évidemment, ça m'a amené à une situation un peu inédite où au lieu de discuter avec un fonds, de dire comment est-ce qu'on peut améliorer la croissance, on s'est dit comment est-ce qu'on peut penser les plaies. Le rôle du fonds, dans ce cas-là, il est essentiel. C'est-à-dire que la première chose qu'on était faire, c'est d'aller les voir en disant nous, on croit encore dans le projet, on pense que là, on a un mauvais moment à passer qui va nous coûter de l'argent, mais que derrière, la direction à moyen terme n'a pas changé. Et vous? Et j'ai été assez soulagé quand, dès le départ, ils m'ont dit mais bien sûr, on est là, on avance. Donc là, le rôle, il est essentiel. Et c'est parce que le fonds est là qu'ensuite on a pu convaincre les autres, parce que les banques elles-mêmes se sont mises à douter, c'est normal, en se disant quelle est la meilleure manière de protéger la dette que j'ai placée dans la société. Est-ce qu'il vaut mieux la laisser investir ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire lui demander de réduire la voilure et puis d'optimiser l'actif existant, ce qui n'était pas évidemment le projet dont nous on rêvait. C'est une question qui est légitime et c'est parce que le management et les fonds sont arrivés de manière convaincante et convaincue face aux banques pour porter un discours un peu différent qu'on a réussi à réembarquer tout le monde dans le projet. Donc on continue et c'était possible uniquement parce que les fonds n'ont jamais douté. Hervé? Enfin, vous n'avez pas d'hôtel, mais... Non, mais on fait de l'assurance, on fait du courtage. Mais en fait, on est souvent à géométrie variable. Je crois qu'il faut savoir changer et adapter au regard de la situation. Bien évidemment, quand on passe un nouveau deal avec des nouveaux fonds, sur une opération de LBO, on arrête une stratégie à 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le futur. Maintenant, il y a tellement d'événements qui
interviennent. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui autour du Covid, mais on le voit aussi dans nos marchés. Je fais juste un parallèle avec l'assurance. On est dans un marché qui est dramatiquement sinistré, avec des conséquences très graves, des augmentations plus ou moins justifiées, sinon les assureurs vont m'écorcher vif. Donc tout change, donc il faut savoir s'adapter. En parallèle, l'histoire de l'endettement a été évoquée. À partir du moment où vous arrêtez une stratégie et que vous voulez vous recaler vers le haut ou sur de nouvelles destinations ou de nouvelles fonctions ou challenger ou se positionner, c'est un peu notre cas. On est bien obligé d'investir et on attend, et ça s'est très bien passé et ça se passera bien dans le futur, d'un fonds qui nous accompagne dans cette stratégie. Si vous voulez, en ce qui nous concerne, grossir, et on est aujourd'hui le premier courtier en Europe continentale, en dehors de l'univers anglo-saxon qui sont dans le courtage depuis des années. Si on veut s'identifier et être une véritable alternative à eux, on a besoin d'investir. Donc on a besoin soit de créer, soit de racheter des opérations dans le monde, là où les zones économiques nous intéressent. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'accompagner nos clients internationaux. Aujourd'hui, on doit être le 6e ou 7e courtier mondial en matière de gestion des grands comptes corporate. Si on veut continuer dans cette voie, on a besoin d'investissement pour le faire. Donc, qui dit investissement, dit endettement. Et il faut que vous ayez des fonds qui vous accompagnent dans cet objectif. Sinon, c'est pas possible. C'est tout simplement impensable. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce qu'on est très bien accompagné. Donc, on attend d'un fonds qui soit très réactif, qu'on partage une stratégie et qu'on sache surtout, en cas de crise, la transformer. En quelques semaines, quelques mois. C'est indispensable. David ? Oui, je pense que c'est la vision entrepreneuriale des acteurs du LBO, elle a toujours existé, et c'est ce que disait Fabrice également, c'est que c'est avoir cette approche très ouverte, sortir d'un modèle purement financier et être capable de rebondir. Enfin, quand on regarde le profil des différents acteurs au sein des fonds, pas une machine, où il n'y a pas une école de vie ou professionnelle qui vous amène à devenir un investisseur. Vous avez énormément de profils différents et en définitive, quand le LBO marche bien, c'est deux entrepreneurs, un avec atteinte financière et l'autre atteinte qui est toujours opérationnelle, qui se rencontrent. C'est ça le sujet. Ça, c'est important. Quand on parlait d'équipe tout à l'heure, le fonds, ce n'est pas celui qui apporte de l'argent, et la banque d'affaires, c'est l'entremetteur, et l'avocat, il signe les contrats, et l'entrepreneur, il fait ce qu'on lui dit de dire. Et le conseiller en stratégie, il fait un joli rapport qui dit que ça va monter jusqu'au ciel. Si on fait comme ça, c'est LBO, il se plante. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Ça c'est une des conditions garanties d'échec. Non, il faut que le fonds, il apporte de l'argent. N'hésite pas à donner des noms. Bon, il n'y a personne dans la salle, Eric. On les connaît tous. Ça finit en retournement, ça finit en restructuring. Tu fais un excellent sommet par ailleurs, le sommet du retournement. Le 30 juin, à Partey. Donc c'est un très très bon sommet, je vous recommande d'y participer. On voit les LBO qui ont été un peu too much, un peu chacun de son côté, un peu conseil complaisant, un peu banquier, un peu la main lourde, un peu l'avocat qui a fait semblant de ne pas voir des contrats léonins, un peu le management qui se demandait s'il était vendeur ou acheteur, et à la fin, ça coince. Donc notre travail collectif, c'est pas ça. Le fonds, il apporte de l'argent, il apporte des équipes, il apporte du challenge. L'avocat, il comprend le projet, il ne laisse pas signer des choses léonines. Le banquier, il n'a pas la main trop lourde. C'est pas parce qu'il peut trouver plein de financements qu'il faut qu'il en trouve. C'est pas nécessaire. Il faut que ça boucle tout ça. Le conseil, il a le rôle de ne pas être complaisant. Ce qui est compliqué d'ailleurs. Parce que dans un LBO, quand vous aidez un fonds à être plus performant que l'autre pour acheter, vous avez intérêt, peut-être, si vous n'avez pas une bonne considération de votre métier ou si vous avez une considération court terme, vous avez intérêt à lui peindre les lunettes en rose pour qu'il mette un prix plus élevé et que donc ce soit lui qui gagne. Votre travail, c'est de ne pas faire ça non plus. Hein, c'est pas être complaisant. Donc la réussite, c'est quand toute cette alchimie, elle est un petit peu en place. Voilà. Et on pourra poser des questions sur le management, il est plutôt vendeur ou plutôt acheteur. On pourra poser des questions sur le conseil, il a envie de se placer longtemps dans la durée ou bien il a envie de faire son deal. Le banquier, il a envie d'avoir ses commissions ou bien il a envie de l'avocat, etc. Donc chacun, si on joue court terme, le résultat est perdant. Tous.
François. Ce qui veut dire aussi que, je pense qu'une période qui est très importante, qui est de préparation du LBO ou du changement d'actionnaire. Et parfois, certains n'y passent pas assez de temps. Alors là, je vais parler pour ma crèmerie, il faut évidemment prendre des bons conseils pour essayer, je dirais, d'aider le dirigeant. Nous avons l'avantage, nous, en tant que conseil, d'avoir parfois une vision un peu plus large que peut avoir chacun des dirigeants. Et c'est à nous de l'aider, et de l'aider, là encore, sans avoir la volonté de faire un coup à court terme et de vouloir un FI en fin d'année. Je pense que ce qui est important, c'est de rester indépendant et libre par rapport à ça. Et ensuite, il est important également que le dirigeant prenne le temps de préparer son LBO, de passer du temps aussi avec l'équipe, parce qu'on le disait, les fonds ne sont pas des commodités, ils ont chacun leur ADN, ils ont chacun leur spécificité, il faut aussi tenir compte des individus. Finalement, un LBO, c'est aussi la rencontre entre deux individus, ou deux équipes d'individus, des hommes et des femmes ensemble qui veulent avoir envie de travailler ensemble. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a des expériences qui ne sont pas réussies parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour échanger, pas suffisamment de temps passé ensemble, et qu'après, la cohabitation est difficile. Et donc, je pense qu'il est très important de se préparer avec un temps d'avance, d'avoir toujours un temps d'avance, et de passer le temps nécessaire pour donner toutes les chances à cette aventure partagée, d'être une grande réussite. Et c'est d'autant plus important, on le voit, c'est une nouvelle vague qui arrive d'entrée sous LBO, de premier LBO, dans le cadre de transmission au sein de familles, etc., avec des entrées soit de fonds majoritaires ou minoritaires. C'est très important d'avoir une réflexion en amont, reposée sur qu'est-ce que c'est un LBO, et là de se reposer sur des Eric, sur des François. Pourquoi ? Parce que c'est comme l'IPO pour un certain nombre de boîtes de tech, ça fait rêver pour certains, le LBO, mais après il y a parfois une grande incompréhension de ce que ça peut être. C'est effectivement pas que de l'argent, c'est un projet, un mode de fonctionnement plus carré que ce que peut connaître un groupe familial. Donc il faut prendre son temps avant même de se lancer. On a deux exemples de sociétés qui ont fait énormément de tours. Le premier tour, il a aussi ses conditions d'entrée, entre guillemets, dans le grand monde du LBO. Hervé, je vous vois. Oui, non, il est certain que si c'est que financier, ça ne marchera pas. Et quelque part, c'est comme la relation qu'on peut avoir avec un client. Il faut avoir envie de travailler ensemble. Si vous n'avez pas envie, ça ne marche pas non plus. Et puis, ça a été évoqué au niveau du management. Vous avez tout intérêt à avoir une équipe de management qui partage les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Ne pas avoir des gens qui vont dire au bout de 2 ans, moi j'aimerais sortir parce que finalement ça ne me plaît plus, j'ai plus envie. Donc vraiment tout anticiper pour autant que ça soit possible, mais il faut absolument tout faire pour le faire comme ça. Avoir une équipe de management qui soit solidaire, qui partage le même objectif, dans la même vue d'accompagnement et qui se dit on est parti pour 3, pour 4, pour 5, pour 7 ans. C'est l'une à mon avis, des recettes pour que ça fonctionne bien. Ce que tu dis, Hervé, c'est le temps. Justement, d'un côté, on dit qu'il faut se donner un temps infini pour faire des bons choix et pas faire du court terme. Et en même temps, on n'arrive pas à être tous alignés sur 20 ans parce que le monde aura trop changé. Donc les 4 ans, c'est quelque chose qui regroupe le plus petit commun dénominateur entre toutes ces contraintes finalement. Oui, tout à fait. Après, il y a des événements qui peuvent faire que on décide de faire autre chose au bout de 3 ans. Mais comme les 4 à la base, ils peuvent être 5, ils peuvent être 6. Mais c'est vrai qu'un minimum de réflexion stratégique sur 4 ans, c'est tout à fait logique et raisonnable en fait. Et concrètement, il y a un moment aussi où, d'un tour à l'autre, vous avez des nouveaux investisseurs. Comment on choisit parce qu'à chaque fois, il y en a plusieurs qui arrivent. Ils se font tous très beaux surtout en ce moment, pour remporter la mariée quand elle est belle. Parfois, certains payent plus que d'autres. Comment on choisit ? De manière très concrète, qu'est-ce qui drive la décision ? François, pour commencer, après, je vous passe la main, Fabrice. Et là encore, il faut jamais perdre de vue que celui qui décide à la fin de la journée, dans ce mauvais franglais, excusez-moi, c'est celui qui vend. C'est-à-dire et donc celui qui vend, c'est quand même le prix. Je pense qu'il faut, d'une façon générale, savoir qu'on ne vole pas un LBO et que donc il faut de toute façon que chacun paye le prix de marché. Et il y a un prix de marché pour toute transaction. Et il faut accepter de payer le prix de marché. Et parfois, il y a je pense, certaines ambiguïtés qui peuvent, ou certains malaises qui peuvent se créer autour de ça. Et une fois qu'on est d'accord sur le prix de marché, ce qui est important, là encore, c'est de faire finalement cette due diligence mutuelle de la part du management sur le fonds de private equity et sur les différents fonds et ensuite tester avec eux, je dirais, l'histoire qu'on veut développer, voir ceux qui sont les plus réceptifs. Et en général, s'il y a cette vision partagée, il n'y a pas de raison que le fonds que vous avez choisi ne paye pas le meilleur prix. Puisque logiquement, s'il adhère à cette vision, c'est lui qui va avoir le plus confiance dans le management et qui va payer le meilleur prix. Donc ce qui est très important là encore, comme on le disait, c'est un projet, le présenter, prendre le temps de le présenter, prendre le temps d'échanger avec les différents partenaires et ensuite le convaincre de soutenir cette stratégie.
Vous partagez, Fabrice Oui, bien sûr, avec 2-3 petites remarques. D'abord, on choisit dans une certaine mesure, c'est-à-dire que le discours de certains managers disant moi, ce sera le fonds que je veux ou personne d'autre, s'ils y arrivent, tant mieux, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un moment un processus d'enchère, un vendeur qui est un fonds, et ce n'est pas le management, et qui décide en fonction de ses intérêts financiers. Donc si quelqu'un est très surpayant, il gagne. Et on peut toujours tenter de rééquilibrer. Après, François, tu as raison, c'est-à-dire qu'en toute logique, si on veut construire un projet avec quelqu'un, qu'on le construit de manière enthousiasmante, dans la confiance, normalement, le projet, il est plus créateur de valeur qu'autre chose, et donc, il doit être aussi plus rémunérateur pour le vendeur. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, et parfois, moi j'ai vécu des situations où j'ai vu arriver des fonds disant « Messieurs, je suis désolé, ce n'était pas le candidat de vos rêves qui a gagné, mais le chèque qu'ils ont fait était tel qu'à grand regret, on va devoir accepter. » Ça arrive. Pas chez BNB, ça c'était des expériences antérieures. J'ai vu ça il y a très longtemps, mais je l'ai vu. donc ça arrive. Après, la seconde chose, c'est que c'est l'histoire de la construction d'un projet et d'une confiance réciproque. Pour prendre l'exemple de BNB cette fois-ci et du dernier actionnaire qu'on a dans la maison, Goldman, qui est rentré en 2019, Goldman, ils étaient allés quasiment au bout du process en 2015. Puis ils avaient perdu à la régulière à 3 mètres de la ligne d'arrivée. Donc d'abord, on avait créé déjà un petit peu de désir ensemble. Puis ensuite, entre 2015 et 2019, régulièrement, on est allé prendre des cafés avec eux. On les a tenus au courant de ce qu'on faisait. Et puis on a créé ensemble une double sensation. La première, de notre part, pour eux, c'est de leur dire, regardez tout ce qu'on vous a raconté en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, on le livre. Donc vous aviez raison d'avoir confiance en nous et vous avez raison peut-être d'avoir encore confiance au-delà. Et puis réciproquement, eux, ils nous ont montré qu'ils étaient constants dans leur intérêt, leur compréhension de ce métier, et que ce n'était pas une passade. Parce que j'ai aussi des exemples, des souvenirs de fonds qui parfois ont été devant la porte de notre bureau matin, midi et soir, et puis le jour où ils ont raté le deal, ont disparu et n'ont plus jamais donné de nouvelles, ils sont passés à autre chose. Donc cette constance dans la relation, elle crée de la confiance. Et bien entendu, après, quand on engage une relation en 2019, en réalité, c'est une vieille relation déjà. Donc, c'est une relation qui est établie et qui est solide. Hervé ? 300% d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne choisit pas toujours. Et après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut, je dirais, habilement et en partenariat avec le fonds qui rentre, mettre quelques clauses judicieuses qui permettent d'éviter ce genre d'écueil à la sortie. Surtout dans les cas où vous n'allez pas être vendu par vos actionnaires actuels à d'autres fonds. Vous pouvez très bien avoir une sortie dans l'univers professionnel. Et là, c'est dramatique. Nous, on a connu ça à un moment. On s'est quasiment insurgé sur la situation parce que la boîte était morte. J'entends par là, si demain, si Saint-Honoré était vendu à un de ses grands confrères, mais néanmoins concurrents, il est sûr que la boîte n'existait plus en tant que telle. Elle devenait une autre marque. Et là, c'est totalement différent. Et en tant que dirigeant, la responsabilité que vous avez vis-à-vis de vos équipes, de votre personnel, qui a travaillé dur, qui vous a accompagné et qui a fait de la boîte ce qu'elle est aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire ce genre de choses. Donc, il faut se protéger là-dessus de manière à avoir, pour autant que ça soit possible, des axes de vente contrôlés, contrôlables, intelligents et qui satisferont tout le monde. Ça, c'est pour moi très, très important. Le respect de vos équipes à travers ce que vous avez fait et ce qu'ils ont fait pour vous, où tout le monde a travaillé à 100% pour la boîte. Il ne faut pas les décevoir. C'est important pour moi. Si on veut aller sur ce terrain aussi, alors je vous en parlais un peu, mais j'adore Hervé, c'est le rôle du management durant, parce qu'on parle de transactions, là. On dit hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe pendant? Et pour nous, justement, il y a un moment extrêmement important qui, pour le coup, est 100% dans les mains du management, qui est d'aller imaginer le coup d'après. Je suis rentré sur une thèse d'investissement. On s'est tous mis d'accord sur une thèse d'investissement. Je vais me faire les États-Unis avec tel canal, tel produit, et il me faut beaucoup d'investissement, je rachète un concurrent, etc., etc. Ma thèse d'investissement. Évidemment, pendant un certain temps, je la fais. On a tous vu ensemble, 3 ans, 4 ans, hop, hop, alignement, le comité de direction, les équipes, le fonds, etc., le contrat, etc. Durant ce temps-là, moi, je suis manager, j'ai un travail à faire. C'est d'inventer le coup d'après. Est-ce que le coup d'après, c'est l'Italie? Est-ce que le coup d'après, c'est d'aller dans le digital? Est-ce que le coup d'après, c'est de changer mon business model? Il faut que je l'invente. Et ça, personne ne va m'aider. Personne. À part le consultant en stratégie, évidemment. Je
vais plaider un peu pour ma paroisse, mais personne ne va m'aider à inventer ce coup d'après. Ce coup d'après, je dois l'avoir testé suffisamment pour avoir une sorte de proof of concept pour qu'au coup d'après, eh ben, je puisse dire c'est ça ma thèse suivante. Et ce n'est pas le fond qui va tomber dessus parce que les 4 ans ont sonné en disant et là, hop, je veux mon argent. Ce n'est pas le concurrent qui dit t'as pas de projet, ça tombe bien, je te rachète. C'est le management qui dit tu sais, j'ai fait les États-Unis, maintenant je voudrais bien faire le digital. J'ai fait le digital, maintenant je voudrais bien faire le B2B. J'ai fait le B2B, maintenant je voudrais bien faire la Chine. Et si on a mis les petites graines suffisamment puissantes, la thèse d'investissement suivante, elle est quand même sympa. Elle est quand même sympa. Donc votre travail de dirigeant, notre travail de stratège, ton travail d'avocat, c'est d'avoir laissé prévu. Ton travail de banquier, c'est d'être certain que la société ne sera pas exsangue et que tout le LBO, elle va rembourser ses dettes à fond, juste aura la tête, et qu'elle va juste, le dernier jour, avoir enfin fini. C'est pas ça. Il faut qu'elle ait la petite spare capacity, la petite spring capacity, capacité de ressort pour préparer le coup d'après. Et ça, on y croit énormément. Et en fait, on travaille beaucoup avec nos clients, pas 100 jours avant la vente. C'est trop facile. Ça, c'est du window dressing. Qu'est-ce que je fais 6 mois avant pour essayer de rendre la mariée belle à la vente? Mais plutôt, allez, on va dire 6 mois après l'acquisition, et en partenariat avec le fonds souvent. What's next? Comment je sème les graines, un peu des écailles de poisson. Hein. Comment je sème les graines? Je fais du vélo, eh ben, maintenant je vais faire du vélo électrique, mais je n'en ai jamais fait de ma vie. Ben, ça tombe bien, dans 3 ans, si tu n'en fais pas, tu es mort. Ah ben, il est temps de se lancer, etc. etc. Voilà. Votre rôle, c'est de préparer le suivant de manière consensuelle, parce que le jour où ça va s'imposer. Voilà. Pardon. Et juste pour rebondir sur ce que disait Fabrice, je suis d'accord que, enfin, j'ai peut-être paru, je dirais, voir les choses un peu, je dirais, positivement et les choses en bleu. Mis à part ça, enfin, je crois qu'on peut véritablement créer des belles histoires. Et je prendrai juste un exemple. On n'est pas là pour faire de la pub. On a eu la chance l'année dernière d'accompagner la session de Quercia, très belle société qui a été rachetée auprès du groupe Roulier, auprès d'un industriel il y a 5 ans, qui faisait 15 millions d'EBITDA. Cardian vient de revendre à ICA alors que ça avait 4 millions d'EBITDA, avec un développement à la fois en France, à l'international, très important. Et objectivement, sur cette affaire, celui qui a gagné, c'est ICA, qui était aussi le choix du cœur du management. Et quand le choix du cœur rejoint celui du portefeuille, objectivement, c'est là que les choses réussissent. Et moi, je suis un banquier très émotif, je suis un peu fleur bleue. J'aime bien les histoires qui finissent bien. Et quand on arrive à la fin d'une transaction à avoir un vendeur content, un management content et un acheteur content, c'est là qu'il y a le bonheur aussi pour le banquier. Et le banquier d'affaires, objectivement, nous, on est là pour construire des histoires heureuses et pour accompagner ces histoires heureuses. Alors, on est là aussi, comme dans un mariage, pour les moments difficiles, mais on aime bien, et ce qu'on veut surtout, ce que nous voulons vraiment pousser, c'est des histoires heureuses. Et je pense que c'est possible. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Parfois, on a un choix limité, on a un choix contraint, mais on peut aussi se donner les moyens d'avoir un choix le plus ouvert possible et qui permet de faire de cette histoire, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Et c'est vraiment là que nous sommes. En fait, on est d'accord. C'est-à-dire que quand on se donne les moyens d'écrire une belle histoire, elle se finit bien. Nous sommes d'accord. Enfin, si on m'avait dit qu'on passerait du LBO au BIB, comme ça, il va falloir créer un nouvel... bientôt. Va falloir créer un nouvel acronyme. Juste pour revenir un peu sur les clauses, parce que c'est intéressant d'une étape à l'autre. David, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez concrètement dans ce que les managers aiment bien mettre pour garder un peu la main derrière? Tout dépend. Alors, ça va énormément dépendre de l'ancienneté du LBO. C'est-à-dire, si on est sur un LBO primaire, il y a assez peu de vision. Le blocage sera, on ne veut pas être vendu à tel concurrent, comme le disait Hervé. Ensuite, si on est il y a un certain nombre de sociétés qui visent très souvent en ce moment l'IPO à 5-6 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont une composante digitale, des choses comme ça. Ils font un peu partie du nouveau monde ou du futur monde d'après. Et pour le reste, oui, on essaye toujours d'abord, quand on a un management qui est fort, qui a fait plusieurs tours avec succès, souvent ce qui se passe, c'est que leur part au capital est très importante et le fonds va être assez amène à les associer très étroitement au process, au choix de la banque, au timing, etc. Et donc il y aura un process qui va être entre guillemets co-géré pour arriver in fine sur un choix qui va toujours souvent être le choix du portefeuille, mais néanmoins avec un vrai pouvoir d'influence du management. Et ça rejoint un peu cette idée de rencontre entre deux mondes d'entrepreneurs, un financier et un plus opérationnel. Dans les derniers, les derniers investisseurs présents dans les derniers tours, il y en a que vous ne vouliez pas,
qui payaient peut-être autant que les autres, mais vous n'en vouliez pas, et pour quelle raison? Même chose pour François, parce que ça, c'est des cas que tu as dû voir. Je sais pas si... Pas que... Oui, moi je peux répondre. Oui, ça fait 2-3 fois que dans des derniers tours, il y a des acteurs industriels dont le projet, des concurrents, dont le projet industriel n'est pas celui qu'on souhaite à un moment donné. Je ne dis pas que demain, d'ailleurs, ou dans quelques années, on ne se dira pas que c'est le bon choix, mais quand ils arrivaient à un moment où on avait l'impression qu'on avait encore beaucoup de chemin à faire ensemble, de manière autonome, non, on n'avait pas envie de ça. C'était pas le moment. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est comme Hervé tout à l'heure, c'est pas les fonds. Enfin, votre liste noire n'était pas avec des fonds, mais avec d'autres corporates, avec des concurrents. Oui, c'était ça. Enfin, chez nous, c'était ça qui, à un moment, il y a quelques années, a attiré notre attention. On s'est dit, tiens, ça, là, il y a une possibilité de sortie qui ne nous convient pas. Et au passage, à ce moment-là, d'ailleurs, pour le coup, les fonds étaient très alignés avec nous. Parce qu'on avait affaire à des fonds d'abord qui étaient des gens très coopératifs et très à l'écoute, et ensuite qui sont des fonds qui ont pignon sur rue et qui je pense, sont sensibles à leur très bonne réputation et qui savent que pour la préserver, il faut qu'ils offrent à la société des solutions qui lui permettent de croître et de prospérer, et pas d'être absorbés pour un prix très généreux. Donc ça a aussi contribué. Hervé, François, après. Oui, d'ailleurs, on peut souligner le grand mérite des fonds qui résistent à la pression de vos propres concurrents qui leur proposent de vous racheter. Et les fonds, et j'ai quelques noms en tête, bravo, parce qu'ils n'ont jamais cédé aux sirènes financières et massacré la boîte au passage. Après, nous, on a des fonds qui sont même restés. C'est un secret pour personne. Dans le dernier tour avec Charterhouse, accompagne autour de la table Ardian, qui a été notre partenaire en 2015 et qui est resté en tant que minoritaire quelque part, mais très utile. Et on ne peut que s'en féliciter. François ? Sachant que oui, enfin, tu le disais, il peut y avoir des tours, et nous, quand on est banquier d'affaires à la vente, il y a parfois au dernier tour, il peut y avoir des acteurs dont on sent qu'ils ne seront pas les bons acheteurs pour la société, qu'ils ne seront pas les bons partenaires pour management. Ça peut être des industriels, mais il y a des industriels très bien, et parfois le management peut, pour de bonnes raisons, souhaiter rejoindre un groupe industriel pour développer une histoire, pour accélérer une histoire, et c'est parfois le choix du management, et c'est à nous aussi de la rendre possible. Inversement, il peut y avoir également, je dirais, des fonds dont on sent que l'ADN, dont on sent que l'agenda n'est pas partagé avec le management. Et donc nous, dans ces cas-là, si nous sommes à la vente, notre obligation finalement, c'est quand même de défendre les intérêts du vendeur et non pas d'aller uniquement vers notre choix, mais c'est de rendre possible en la matière le choix du management. Et c'est vrai que, on dit que les fonds sont importants, et c'est vrai que tous les fonds ne se valent pas et à la vente et à l'achat, mais c'est vrai que pour moi, le rôle du management est clé, et on ne l'a pas assez dit. Enfin, je pense que le succès d'un LBO, c'est d'abord le succès d'une équipe de management. Enfin, ceux qui nous font tous vivre ici, c'est quand même les équipes de management. C'est le talent des équipes de management, c'est eux qui développent les histoires, ceux qui développent les belles sociétés. Et pour moi, les histoires réussies, ça dépend aussi de la liberté du management. Il faut que le management sache faire des choix, sache dire parfois à son actionnaire jusqu'où ne pas aller trop loin, sache également dire la vérité à l'acheteur pour ne pas peindre tout en rose. Et de même que, on n'est pas en 64, on n'est pas à Québec, mais on peut dire vive le LBO libre, vive le manager libre de LBO qui fait son choix en conscience pour faire une histoire réussie. Merci pour ces mots sur le management. Alors évidemment, du coup, il faut que je parle des équipes et que je dise qu'une entreprise, c'est avant tout une culture. Et c'est peut-être aussi ça le sujet. C'est-à-dire que une entreprise, c'est un organisme vivant qui a son rythme, sa culture, son mode de fonctionnement. Et généralement, les individus qui collaborent à une entreprise adhèrent à ce projet. Et c'est pour ça que ça marche. Et donc, par définition, effectivement, il y a des actionnaires dont on va sentir que leur mode de fonctionnement est en adéquation ou n'est pas en adéquation avec le rythme de la société, avec son mode de fonctionnement, avec la manière dont elle aime collaborer, communiquer en interne, etc. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est effectivement notre rôle de dire attention, c'est pas comme ça que ça marche. C'est aussi notre rôle d'expliquer. Moi, je passe beaucoup de temps à expliquer à des fonds qui parfois sont à juste titre impatients en disant mais sur tel sujet, il faut aller plus vite, on peut faire mieux, etc. De leur dire oui, vous avez raison, pour la direction, vous êtes parfaitement là. En revanche, le rythme, c'est mon boulot. Et si ça va pas assez vite, c'est pas parce qu'on n'est pas assez bon, mais parce qu'il y a des rythmes à imposer à une société pour lui permettre de digérer un changement sans que ça se passe dans le drame, dans la tension.
qui sont des choses qui sont importantes à respecter. Et ça, tout ça, ce dialogue-là, il est important aussi. Alors ça, c'est important. Ah, vas-y, Juste, de même qu'il faut savoir, parce que c'est l'une des raisons du succès, en tant que management, associer vos équipes à travers le LBO et faire participer vos collaborateurs. Ça, c'est une de nos grandes fiertés. Nous, on a, je ne suis pas là pour faire de la pub pour CSI Saint-Honoré, mais c'est 3500 personnes. Aujourd'hui, en dehors du management, vous avez 450 personnes qui sont associées au LBO en tant que partenaire, plus à travers un FCPE, vous pouvez rajouter 600, 700 personnes. Et ça, c'est une des clés du succès parce que le sentiment d'appartenance et le corps que vous créez dans la boîte au niveau des équipes et ce sentiment de fierté est exceptionnel et tout le monde va de l'avant parce que les succès sont partagés. Et c'est pour ça qu'on a même prévu chez nous des tickets très modestes d'entrée parce qu'on voulait associer notamment les jeunes qui seront les dirigeants de demain avec des petits tickets de manière, parce que les gens n'ont pas des fonds illimités bien évidemment, les aider aussi à emprunter de l'argent auprès de banquiers en organisant des systèmes pour eux, pour qu'ils puissent lever un peu de capitaux et participer au LBE et bénéficier à l'aventure, participer à l'aventure. Ça, c'est très important. Super. Bon. Par rapport à la remarque de Fabrice, oui, pour moi, il faut que chacun reste un petit peu à sa place. On partage un projet, mais le fond, c'est pas lui qui fait le projet. Le conseil, c'est pas lui qui fait le projet. Le banquier, c'est pas lui qui fait le projet, l'avocat non plus. Celui qui fait le projet, c'est l'équipe et c'est le management. Il faut que chacun reste à sa place. Mais ça veut dire qu'à la fois, on ne doit pas être complaisant. Si ça joue pas, ça joue pas. Si les maths ne tournent pas, ça ne tourne pas. Si le projet il est trop ambitieux ou pas assez, il faut le dire. Chacun, on a un rôle. À la fois, on fait partie du projet, à la fois, on n'est pas dedans. Le fonds ne doit pas faire d'ingérence. Il ne doit pas faire à votre place. S'il fait à votre place, il s'est trompé de rôle. S'il fait un reporting micromanagement, il s'est trompé de rôle. Il n'a surtout pas intérêt à se tromper, parce que sinon il y a une petite direction de fait. Mais... En plus. Mais beaucoup, tu serais étonné de voir certains reportings demandés par des fonds qu'on connaît. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai des reportings, tu dis, mais enfin, on va pas ça intéresse David. Non, mais moi, on devrait faire venir Hélène, qui doit être dans une des salles à côté. Hélène Bourboulou, je précise. C'est un des trucs qui m'inquiète parfois quand je rencontre des gens de fonds qui me posent des questions auxquelles moi, je n'ai pas la réponse. Il y a deux conclusions. La première, c'est que je ne fais pas mon boulot, c'est possible. La deuxième, c'est ils vont aller à un niveau de détail qui n'est pas le bon. Ouais, et ça, je pense que je suis d'accord avec toi, Eric. Il y a un moment, quand on négocie tout ce deal, si ça rebondit sur le choix du fonds, si on voit arriver un markup de term sheet de pacte, le term sheet commence comme ça, il termine comme ça, c'est vrai qu'entre les deux, c'est pas tellement les neurones de l'avocat qu'on est en train de perdre, c'est le management. Parce que s'il se sent contraint dans tout ce qu'il fait, surtout quand on est sur des managements qui sont extrêmement expérimentés, qui savent ce qu'est un LBO, qui savent ce que sont des fonds, ça ne marchera pas. Et de la même manière, sur des jeunes acteurs, des jeunes entrepreneurs, il vaut mieux avoir une approche qui est souple, ronde, avoir un pacte, on le signe, on le met de côté et on en reparle à la sortie. Si on est le nez tout le temps dedans, le board, qui est là pour, au contraire, discuter de comment se passe le rythme, de l'implémentation de la stratégie du BP, etc., en fait, il va passer son temps à dire, alors vous avez signé un contrat qui fait plus d'1 million d'euros, vous auriez dû nous demander. Ce n'est pas le but, et ça ne doit pas être le but. Ça se voit aussi dans les Q&A. On voit les Q&A de 65 pages de questions. Le mobil-home B28 face à la mer dans tel parc, vous ne l'avez pas en rose l'année dernière, c'était pas en bleu plutôt? Oui. Là, on se dit que ce fonds-là, s'il gagne à la fin, le management va passer un sale temps pendant les 5 prochaines années. Ça va être compliqué. Et ce n'est pas notre rôle. Donc notre rôle aussi, c'est de dire au fond, voilà, gérons. Après, sur ta remarque, sur le fait de dire qui est impliqué comment, nous, modestement, on n'a pas 3500 personnes, on est 250 et on a 30 personnes qui ont des actions. Et on fait aussi, ça fait notre deuxième LBO, on n'en fait que 2, nous. On n'est pas à 7 encore, Fabrice. On arrive, 5 et 7. Donc, Mais dès que tu seras à 5, on t'invitera, on te mettra au bout de la... je serai de l'autre côté. On te mettra de l'autre côté. Mais l'implication des personnes sur cette durée courte dont on revient, là aussi, on a 35 ans, on n'a pas envie de s'engager sur 12 ans. Il y a aussi l'engagement du management, le temps, enfin on revient toujours autour du temps, unité de lieu, de temps, de stratégie, de financement, d'envie de tes équipes. Voilà. Et notre objectif fondamental, c'est de s'aligner sur ce court moment.
Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est très important aussi de préparer les transitions managériales, puisque un LBO réussi, c'est aussi pour pouvoir préparer la suite. C'est toujours anticiper. Je pense que Fabrice peut en parler, puisqu'il a rejoint LBO, mais Hervé pourra aussi en parler. Et je pense que ce sont des choses très importantes. Un LBO réussi, c'est aussi un LBO qui peut s'inscrire dans le temps. Et pour s'inscrire dans le temps, il faut à la fois savoir investir et garder une capacité d'investissement, et par ailleurs, investir dans les hommes et dans les femmes qui seront, je dirais, ceux qui demain feront le nouveau LBO. Bien, unité de temps. Là, on commence à arriver sur notre unité de temps du panel. Donc, si on doit résumer, LBO égale bonheur intérieur brut, égale un management heureux et des fonds alignés. Qui dit management et équipe heureuse, dit extension des packages à un grand nombre de personnes. C'est tout ce qu'on va pouvoir souhaiter derrière et beaucoup de succès pour la suite. On attendra de voir le 3e LBO, le 6e, le 8e. Et là, enfin, du conseil de LBO dans tous les sens. Merci à vous, merci beaucoup. C'était particulièrement intéressant. Et je vous invite à rester sur le site pour assister aux panels qui suivent. Merci. 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 Merci.